Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer cette audition. Alors, nous ne sommes pas nombreux en termes de députés, mais j'espère que d'autres députés seront présents. Je voudrais excuser Maximino, qui est coprésident de ce groupe de travail de suivi sur l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette audition. Une audition qui est attendue parce qu'on a souvent évoqué ces derniers mois la question la question de l'hébergement, comme beaucoup d'autres sujets extrêmement importants dans le cadre de l'organisation, notamment les questions de mobilité, les questions de sécurité, souvent évoquées, qui continueront d'être évoquées jusqu'au moment de la cérémonie d'ouverture et bien après. Donc très heureux de vous accueillir pour cette audition. Alors, je suis en présence donc des représentants donc des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMI, de Monsieur David Zenouda, vice-président Paris-Île-de-France, délégué pour la présidence confédérale sur les questions JOP 2024. Pour le groupement des hôteliers et restaurants de France, GHR, Monsieur Pascal Mousset, président Paris-Île-de-France, Monsieur Laurent Fréchet, président des restaurateurs, de Monsieur Franck Trouet, délégué général. Et puis enfin, pour la FGTA-FO, c'est-à-dire la Fédération Force ouvrière des syndicats des salariés du secteur privé, plus spécialement dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, Monsieur Thierry Boukarbila, chargé de mission fédérale. Bienvenue et merci d'avoir répondu. Merci pour votre disponibilité. Alors, la Commission des affaires culturelles et éducation a souhaité suivre l'évolution de l'organisation et de la préparation des Jeux. Et donc, ce groupe de travail qui existait auparavant déjà dans le précédent mandat dans lequel je faisais partie et qui a mené de nombreuses auditions, visites de terrain également, s'est donné pour tâche de suivre cette organisation dans les moindres détails. C'est un groupe de travail composé d'une trentaine de parlementaires de diverses sensibilités politiques et il s'est donné pour mission, à travers ses auditions et de nombreux déplacements sur le terrain, de suivre l'avancement de l'organisation des Jeux dans l'ensemble de ses dimensions. C'est un travail qui se fait dans une démarche transpartisane, prenant les valeurs sportives. Donc ce n'est pas une commission d'enquête, il n'y a pas forcément un rapport derrière, mais ce travail qui est réalisé au sein de ce groupe de travail permet de mieux se rendre compte de la réalité de l'organisation avec les différents points de vigilance, points d'inquiétude, mais quelquefois aussi des points de mécontentement pour lesquels les parlementaires peuvent aussi s'emparer dans le cadre, par exemple, de la loi olympique. On a permis un certain nombre de dispositifs sur des sujets de sécurité, comme ça peut être comme ça peut être aussi le cas pour la question de l'hébergement, puisqu'une proposition de loi avait été élaborée et introduite dans le dispositif législatif sur notamment les locations Airbnb. Voilà. Donc il y avait aussi des points de vigilance du côté des députés et ces points de vigilance peuvent aussi faire l'objet d'évolutions législatives. C'est ce à quoi sert aussi ce groupe de travail. Et donc nous sommes aujourd'hui à J-114 pour les Jeux Olympiques et à -147 pour les Jeux Olympiques paralympiques. L'échéance donc arrive à grands pas et la question de l'activité économique durant cette période est centrale
que ce soit en Île-de-France ou plus globalement sur l'ensemble du territoire. Pour que les Jeux soient une réussite, il faut que notre économie puisse en profiter. C'est la première fois que les Jeux sont aussi décentralisés, avec des sites de compétition dans plusieurs villes françaises et en Outre-mer. Et forcément, cet impact économique doit être au rendez-vous. Et justement, pour que ces Jeux puissent être une réussite, il faut que notre économie puisse en profiter, comme je le disais à l'instant. Et quoi de mieux pour cela que notre fameux art de vivre à la française. Et les conditions de logement et de restauration de l'ensemble des spectateurs seront au cœur de l'attention mondiale. L'augmentation des prix des chambres proposées interroge depuis de nombreux mois, notamment depuis que la billetterie était ouverte, hein, que ce soit que ce soit celles et ceux qui ont commencé à acheter des billets, que ce soit les bénévoles, que ce soit également les forces de sécurité intérieure et toutes celles et ceux qui vont être amenés à être sur les sites de compétition ou avoir proximité pour vivre cet événement. La problématique s'est posée d'emblée. Et c'est pour ces raisons qu'il nous paraissait essentiel de pouvoir échanger avec vous sur cette question-là. Mesdames et messieurs, avant de vous laisser la parole, je souhaiterais rentrer un peu plus dans le vif du sujet par une série de questions. Pouvez-vous d'abord nous faire un point sur votre préparation et la façon dont vous anticipez les Jeux? Êtes-vous suffisamment associé dans l'organisation de manière générale? Est-ce que le volet communication qu'on avait identifié comme étant un des points de vigilance, notamment à travers une des missions parlementaires de Stéphane Peu et Stéphane Mazard, qui avait identifié effectivement des difficultés de communication. Un certain nombre de chefs d'entreprise n'étaient pas forcément au courant de la manière dont les choses allaient s'opérer et donc de facto ne pas pouvoir laisser la possibilité aux acteurs économiques de pouvoir s'organiser et anticiper les choses. Ça, c'est ma première question. Le CIO est partenaire, certes, de certaines sociétés de location d'hébergement comme Airbnb, ou des liens particuliers avec certains groupes, par exemple comme le groupe Accor, qui sont partenaires premium. Quel regard portez-vous sur ces partenariats et quels moyens avez-vous développés pour limiter l'impact qu'ils peuvent avoir? La question de l'augmentation des tarifs fait débat. Avez-vous des chiffres à nous fournir aujourd'hui? Je voudrais connaître notamment l'état de vos réservations à Paris, mais aussi dans les autres villes accueillant les épreuves. Lors de l'audition du préfet de police, M. Nunez, celui-ci avait longuement évoqué les différents périmètres de sécurité qui peuvent aussi faire craindre un certain nombre de personnes de ne pas réserver également, hein, parce que c'est un des sujets que vous avez évoqué dans la presse, et les modalités qu'il faudra effectuer pour les traverser. Vos clients y seront pleinement soumis. Avez-vous mis en place un système d'information afin de les alerter au mieux de la situation? Enfin, au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques, il y aura bien évidemment les athlètes et les compétitions. Pourriez-vous nous expliquer comment les athlètes seront nourris? On le sait qu'ils le seront dans le village olympique qui a été inauguré très récemment, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous apporter un point d'éclairage là-dessus? Voilà quelques questions très rapidement pour vos propos liminaires, et puis on enchaînera sur d'autres demandes de précision. Voilà, je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire de 10 minutes, un quart d'heure, et puis ensuite rentrer un peu plus dans le vif du sujet ou des demandes de complétude sur certaines de vos interventions. Voilà, merci, et la parole est à vous. Bonjour à tous, bonjour madame, bonjour messieurs. Donc tout d'abord, merci de nous accueillir pour cette audition, et cette remontée d'informations est extrêmement importante à nos yeux, puisque évidemment qu'on s'est posé des questions, on se pose toujours des questions, et échanger et pouvoir transmettre un peu nos ressentis, c'est extrêmement important pour nous, parce que bien préparer un événement comme celui-ci, c'est évidemment anticiper et se poser les bonnes questions au bon moment. Donc, pour ce qui est de sommes-nous prêts? Alors, j'ai envie de vous dire, on est toujours prêts. Alors, accueillir un événement comme celui-ci,
notre profession l'a déjà fait. On l'a déjà accueilli, comme la Coupe du Monde 1998, comme les championnats d'Europe de football, ou divers championnats du monde, voire des compétitions type Ligue des Champions. Donc nos établissements sont prêts à un afflux important de clients. Et puis il faut savoir quand même que pendant cette période, on sera au mois d'août, et on prévoit 16 millions de visiteurs, certes, mais chaque été, les établissements reçoivent beaucoup de touristes et nous sommes prêts. On a eu des difficultés de recrutement ces années précédentes. Ça s'améliore. J'espère partager mon avis avec les autres représentations syndicales, mais ça s'améliore. Les efforts que nous avons faits pour l'augmentation de la grille salariale et les conditions de travail portent leurs fruits. Beaucoup de personnes qui avaient quitté nos métiers reviennent dans nos professions. Et pour l'instant, à l'orée du printemps, à l'orée des terrasses estivales à Paris, en tout cas, nous avons nos équipes, nous avons anticipé les congés payés de nos personnels pour pouvoir accueillir et avoir suffisamment de personnes disponibles pour l'accueil de ces touristes. Et nous pensons, en toute sincérité, que nous sommes prêts, même si nous avons des interrogations sur les différents flux, les différents lieux où l'activité commerciale va se dérouler. Nous avons des fan zones dans tout Paris, mais ce ne sont pas systématiquement nos établissements qui sont sur ces fan zones. Nous avons des zones où les délégations seront présentes et de manière assez forte, comme la porte de la Villette à la Grande Halle, où vous aurez le Club France et près de 15 délégations. Donc ça, ce sont des zones où nous avons pu anticiper en tout ça. Les établissements qui ont été loués pour ces délégations le savent depuis près d'un an. Nous avons par contre des zones qui seront peut-être un peu plus délaissées que le reste de l'année, parce que pas situées sur des sites olympiques ou des zones olympiques ou à proximité. Donc on se pose certaines interrogations, mais vous le savez, Paris se dépeuple habituellement au mois d'août de ses Parisiens. Cette année, on a eu beaucoup de Parisiens qui ont décidé de quitter Paris pour laisser vacant leur logement dans des structures d'hébergement. Et bon an, mal an, on pense que le flux entre ceux qui partent et ceux qui vont venir pour assister aux Jeux Olympiques sera équilibré. Pour ce qui est de l'hébergement, je laisserai après la parole, je pense, à Franck et pour toi, Pascal, pour préciser les conditions d'hébergement. Mais c'est vrai que ce flux entre ceux qui partent et ceux qui arrivent ne va pas dégrader les conditions d'accueil des touristes. Il faut savoir également que sur ces 15 millions de touristes, nous avons près de 65% de Français et de Franciliens, dont la moitié donc de Franciliens sur ces 65%. Et le fait que ces Franciliens fassent des allers-retours, évidemment, pour assister aux épreuves olympiques, nous laisse penser que nous ne serons pas malheureusement dans une saturation. J'ai quelques chiffres que je pourrais vous transmettre, mais je pense que nous avons les mêmes sur les taux de réservation d'hébergement. Et pour l'instant, on va dire que l'optimiste est de rigueur, mais attention, on n'est pas certain, si on prend l'exemple de Londres, qui est la ville la plus proche qui a organisé les Jeux Olympiques, on n'est pas certain que la réussite économique pendant les JO sera au rendez-vous. Voilà, on a ces interrogations. Ce que l'on sait, si on compare à ce qui s'est passé à Londres, c'est qu'après les Jeux Olympiques et cette formidable loupe pour notre ville et puis pour le pays, ce que l'on sait, c'est qu'après les Jeux Olympiques à Londres, ça a été 16 milliards d'euros d'injectés dans l'économie. Et ça, c'est bénéfique, évidemment. Et ça, on le sait, que Paris sera la vitrine du monde pendant cette période et bien après, grâce à l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà pour un premier résumé de la situation. Je rejoins ce qui vient d'être dit par David, donc merci de nous accueillir et de nous écouter. On avait fait une petite réunion il y a un an sur le même sujet. Aujourd'hui, la profession est prête. C'est vrai qu'on est passé par différents stades. Lorsqu'on a appris que la France et Paris avaient les JO, il y a eu un enthousiasme formidable en disant c'est une fois par siècle. C'est une opportunité formidable pour la vitrine France, la vitrine de notre art de vivre, comme vous avez dit, notre gastronomie et tout ce que le monde entier nous envie quand il vient visiter notre pays. Puis on est passé au début de cet hiver, ça a commencé l'automne avec une communication un peu anxiogène,
On l'a d'ailleurs beaucoup dénoncé, notre organisation, dans les médias, parce qu'on nous a annoncé, tel président de région, que ça serait la pagaille dans les transports. On nous a mis des affiches 4x3 dans le métro en nous disant l'important pendant le mois d'août au JOP, c'est de télétravailler. Donc on a incité tous les gens qui ne sont pas très nombreux à rester à Paris au mois d'août pour travailler. Le peu qui reste, il faut qu'ils restent chez eux. Pour les professionnels que nous sommes, pour nous, c'est autant de clients qui ne viennent pas sur Paris, c'est autant d'opportunités, d'activités qui ne se font pas. Et on a créé comme ça un petit climat anxiogène avant les fêtes de fin d'année. Et je pense que ça nuit beaucoup à la préparation, parce qu'en fait, c'est beaucoup de psychologie aussi. C'est préparer un événement, c'est rassurer. Nous, on n'a jamais douté que la préfecture, les pouvoirs publics étaient en mesure d'organiser un événement comme ça. Et toutes les réunions et toutes les informations qu'on nous distille depuis le mois de mars, notamment, on a beaucoup d'informations ce mois-ci sur l'organisation, sont très rassurantes. Donc on a toujours eu confiance dans les pouvoirs publics, dans la capacité d'organiser cet événement. Mais il y a eu quelques paroles qui sont venues aussi du ministre des Transports à un moment donné, qui ont instillé le doute, si vous voulez. Et je pense que c'est préjudiciable pour nos professionnels. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces JO? Alors après, sur l'activité économique, il faut distinguer les métiers, hein. Il y a le métier de l'hébergement. Sans nul doute que l'hébergement va très bien s'en tirer sur le mois d'août, parce que c'est habituellement Paris une saison creuse pour les hôtels à Paris. Après, dans l'état actuel de notre activité, hébergement hôtel au sens large, il faut savoir que le premier trimestre que nous venons d'achever, 2024, est très mauvais. Les prix moyens et les taux d'occupation sont en baisse pour toute l'Île-de-France que je représente. Les hôteliers n'ont jamais vendu aussi peu cher les chambres, et ils ont vendu nettement moins cher qu'en 2023. Il faut savoir qu'il y a très peu de réservations et très peu de demandes sur la partie paralympique, et que sur les prix qu'on nous a accusés d'avoir trop exagérés pendant la période des JOP, il s'avère qu'on est à 1,8, 1,9 fois le prix habituel, c'est-à-dire un peu moins de 100% d'augmentation. Et c'est simplement sur la quinzaine des JOP. Donc sur une année, ça représente relativement peu. Donc nous, on anticipe quand même une année globale 2024, pas aussi excellente que ça pour la partie hébergement. Là, je parle plus principalement Paris-Île-de-France parce que c'est la région que je représente. Ensuite, sur l'activité restaurant, brasserie, aujourd'hui, c'est en fait l'aspect logistique qui va déterminer le comportement des professionnels. Il y a encore beaucoup de professionnels qui ne savent pas ce qu'ils vont faire au mois d'août. Ceux qui étaient ouverts habituellement, vont-ils maintenir leur ouverture? Ceux qui étaient fermés habituellement, vont-ils ouvrir ou vont-ils maintenir leur période de fermeture? On lance une enquête là début avril parce qu'ils sont obligés de se prononcer et de prendre leurs décisions par rapport à l'attribution des congés payés qu'ils doivent à leurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas une vision très claire de comment les professionnels, qu'ils soient restaurateurs, brasseurs, cafetiers, quelles vont être leurs décisions par rapport à ces JOP. Voilà. Sachant qu'on aura un tourisme international un petit peu moins présent, et c'est un tourisme en général qui est plus générateur de revenus, et on aura un tourisme plus franco-français, qui en général dépense moins. Donc on sait que les zones rouges et les zones où se déroulent les événements et où sont organisées les phases zones auront une embellie, mais on n'en mesure pas l'ampleur au moment où je vous parle. Voilà ce que je peux vous dire globalement sur la préparation de cet événement. En tout cas, tous les professionnels que je rencontre ont envie d'être acteurs et de participer à cet événement. Et les problèmes de recrutement, aujourd'hui, sont un petit peu derrière nous, parce qu'on est sur une période de l'année où c'est les vacances des étudiants, on a toute la main-d'œuvre des étudiants qui est disponible et qui veut être acteur de l'événement. Il y a beaucoup de communications en ce moment qui sont fléchées vers les étudiants pour leur dire restez à Paris, venez profiter de l'événement, venez être acteurs dans les métiers de l'hospitalité que nous représentons. Voilà. Si je peux compléter par des chiffres de réservation, des taux de réservation que nous avons. Voilà, on a quelques chiffres par une étude qui a été faite par MKG. L'état des réservations actuellement du 26 juillet au 11 août est de 60. Le taux de réservation est de 64,6%. 64,6%. Oui, on n'est pas encore sur le 100% attendu. Il reste des chambres. Il reste des chambres.
Donc évidemment, les prix risquent de fluctuer à la baisse si on n'a toujours pas ce taux de remplissage attendu. Est-ce qu'il y a des réticences justement d'un certain nombre d'hébergeurs à ne pas rendre disponibles ces réservations ou pas? C'était peut-être le cas il y a un an, mais pas à 3 ou 4 mois de l'épreuve. Ouais. C'est maintenant que les réservations commencent à... Donc le moment de vérité, c'est plutôt c'est maintenant. C'est maintenant, C'est ouais, maintenant, bien sûr. Ouais. par rapport aux réservations. On s'attend à ce que les 4, 5 étoiles Palace aient un beau taux de remplissage. Ça, c'est nos prévisions et c'est ce qu'on le sait de nos retours. Je ne sais pas si vous avez... L'ultra luxe, le Ouais. haut du panier, les palaces et les 5 étoiles qui sont à 1000 € la chambre en ce moment, enfin habituellement, eux anticipent une activité moins bonne qu'à l'accoutumée parce qu'il y a des destinations qui ne viendront pas. Le Moyen-Orient, par exemple, qui est une clientèle traditionnelle qu'ils ont l'été, ne viendra pas. Et une certaine clientèle américaine va fuir un événement qu'ils considèrent comme populaire et auquel ils ne veulent pas venir à Paris pendant les JOP. Ils vont plutôt venir l'année suivante. L'ultra luxe. Après, sur une clientèle européenne et une clientèle domestique, elle sera au rendez-vous, c'est sûr. Pour compléter quelques chiffres, pour les Jeux paralympiques du 27 août au 9, on est sur 31,1%. C'est d'ailleurs cette période qui nous inquiète le plus pour nos organisations, pour la logistique, pour les 31,1%. C'est un panel composé de 285 établissements, 25 859 chambres. Et on est assez inquiet sur l'organisation. Et habituellement, c'est combien? Vous êtes à combien sur cette... Je n'ai pas le chiffre, mais Ouais. je pense que c'est beaucoup mieux puisqu'on est... Ouais. L'été à Paris, c'est 70%. Ouais. Ouais, c'est ça. 70%. Moi, j'avais le beaucoup mieux. chiffre de 70% à peu Un près, été en à moyenne. Paris, Ouais. au mois d'août, En c'est moyenne, pas c'est un gros mois, 70%. c'est 70%. Ouais. C'est ça, Paris. c'est ce que j'ai comme Ouais, chiffre. Et ça va être la période des Jeux paralympiques risque, évidemment, avec la rentrée, je chevauchais avec le retour des vacances, la rentrée scolaire, toute la partie logistique, transport, risque d'être assez complexe pendant ces 15 jours. Autant pendant le mois d'août, puisqu'il y a ce va-et-vient de Parisiens et de touristes, au début août, ça ne nous paraît pas difficile à gérer. Autant je pense que en fin du mois d'août et début septembre, on a quelques inquiétudes sur les fonctionnements de nos réseaux, transports ou logistiques. Oui, merci Monsieur le Président. Sur l'hébergement, je rajouterai simplement 2 chiffres. Le premier, il ressort d'une enquête que nous menons chaque trimestre auprès de nos professionnels et nous leur avons posé la dernière fois quelques questions relatives aux Jeux Olympiques et notamment une première question consistant à savoir s'ils espéraient un effet bénéfique des JO. Ils sont simplement 26% à répondre oui. Donc on peut constater encore à ce jour un manque d'implication de nos professionnels dans ces Jeux Olympiques. Et ce manque d'implication, il tient pour l'essentiel à un défaut d'organisation qui tient lui-même à un défaut d'information. En fait, il n'y a que depuis, allez, on va être gentil, un bon mois, et surtout ces 15 derniers jours, que l'on commence à voir les réunions d'information organisées par la préfecture de police de Paris se multiplier à destination des professionnels qui peuvent ainsi enfin disposer d'informations très importantes sur la mobilité des marchandises, les livraisons, la mobilité des collaborateurs et la mobilité bien évidemment de leurs clients. Mais beaucoup restent dans l'attente de ces informations. On me parlait encore ce matin d'une hôtelière qui doit m'appeler pour avoir des informations parce qu'elle est dans un quartier très sécurisé et elle ne sait pas, en tant qu'hôtelière 5 étoiles, dans quelle mesure ses clients vont pouvoir accéder à l'hôtel. Donc vous voyez, il y a un sujet information qui empêche l'organisation et empêche l'implication. Et cette organisation, elle est fondamentale. David et Pascal expliquaient que désormais les professionnels sont en mesure d'organiser les plannings de congés payés de leurs salariés, ou plutôt justement le report de ces congés payés, et de commencer à recruter la main-d'œuvre d'appoint qui va être nécessaire.
certains n'ont pas attendu jusque-là et ont pris la décision irrévocable de fermer, considérant que les informations arrivaient trop tard. Alors, c'est une conjonction d'indicateurs. Celui qui vous dit ceci va, le cas échéant, ajouter « ma clientèle habituelle est plutôt du genre à quitter Paris à cette occasion, donc je ne suis pas convaincu d'avoir une clientèle de substitution par les JO. Les problèmes d'organisation, de livraison sur lesquels j'ai pas d'informations m'amènent à dire je ferme ». D'où ce chiffre qui peut être à ce jour encore préoccupant, parce que 26%, ça veut dire finalement il y a un professionnel sur 4 qui pour l'instant est impliqué dans l'organisation, la préparation des Jeux Olympiques. Donc il est urgent de combattre ceci et de leur apporter les informations. C'est d'ailleurs ce que Pascal fait et David aussi au quotidien en participant à toutes ces réunions d'information et en relayant les informations. Mais c'est un vrai sujet. Et puis deuxième sujet, je vais être très rapide parce que justement je vais laisser tout le monde s'exprimer, mais au-delà des questions fondamentales que sont la sécurité d'une part et, je le disais, la mobilité, se pose aussi, la question de la capacité des professionnels à faire face à l'activité. Et là, je fais référence plus particulièrement à la restauration. La restauration, vous le savez, souffre d'une pénurie de main-d'œuvre structurelle. On a désormais de façon récurrente à peu près 250 000 emplois qui restent vacants chaque année. Quand je parle d'emploi, je prends la référence besoin de main-d'œuvre, Pôle emploi, désormais France Travail, publiée chaque année au mois d'avril. Si on regarde la dernière enquête, dans notre secteur, c'est 390 000 emplois de moins 6 mois, avec un taux de difficulté de recrutement de l'ordre de 64 et quelques %, vous me permettrez, m'autoriserez l'approximation, mais ça veut dire qu'en fin d'année, c'est 250 000 emplois qui n'ont pas été pourvus. Là, les JO arrivent. Des enquêtes ont été menées par la Chambre de commerce, par Acto, notre opérateur de compétences, et on s'aperçoit que dans le secteur, c'est 60 000 emplois supplémentaires qui vont être nécessaires. Donc on est à plus de 300 000 recrutements hors le trend habituel. On va droit vers les difficultés si on ne met pas en place dans les meilleurs délais des solutions. Des solutions pour recruter, au-delà des bénévoles. Nous, on a besoin de salariés, travailleurs dans nos hôtels, cafés, restaurants. Donc, c'est très important que l'on multiplie, par exemple, les formations à destination des personnes éloignées de l'emploi, parce que les JO, ça peut être l'occasion de commencer dans notre secteur et ça peut être l'occasion d'y rester ensuite. Parce qu'on a besoin aussi qu'un certain nombre de formalités soient respectées, comme par exemple le fait d'inscrire d'inscrire nos métiers dans la liste des métiers en tension, parce que ça va nous ouvrir des pistes. La première, c'est celle, le cas échéant, de recrutement de travailleurs étrangers, voire la régularisation. Et puis le deuxième, on en parle de plus en plus, parce que c'est une solution d'appoint dont nous n'aurons pas la possibilité de nous passer, ce sont les auto-entrepreneurs. Hier, je travaillais encore pendant 2 heures à la Direction générale des entreprises à ce sujet. On a besoin que les travailleurs indépendants acceptent des missions dans notre secteur et dans nos métiers en tension pour que les JO se passent bien. On a fait une enquête au mois de novembre dernier auprès de la population française avec l'IFOP, où on leur demandait leur perception des JO. D'abord, nos concitoyens considèrent qu'il est important de réussir ces JO et que parmi les clés de la réussite, il y a la qualité de l'accueil et de la prestation dans nos établissements hôtels, cafés, restaurants. Et le deuxième enseignement que l'on tire de cette enquête, c'est que les Français considèrent que les auto-entrepreneurs, les travailleurs indépendants ont tout à fait leur place en personnel d'appoint à l'occasion de ces JO pour faire de cet événement planétaire une réussite. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci d'abord pour
cette invitation à cette instance. Et d'abord, j'ai un propos simple. Comme tout citoyen, on souhaite la pleine réussite de ces jeux, et notamment pour le secteur dont on a la charge, donc pour les hôtels, cafés, restaurants. Néanmoins, il y a beaucoup à dire, et notamment, je me limiterai au sujet que je maîtrise, alors notamment sur la formation professionnelle, le sourcing, le recrutement. En aparté, j'ai pu, sur ces plus de 2 ans, contribuer au sein des EDEC, JOP et GECS, donc qui a, au bout de plusieurs réunions, mis en place, y compris les campagnes de communication, les campagnes de formation, et rappelé le plan de près d'1 milliard d'euros investi dans le PIC, notamment autour des métiers liés au JO. Mais le constat est là aujourd'hui, puisque encore la semaine dernière, en réunion sous l'égide de la DGEFP avec notamment l'Union des missions locales, nous étions qu'à 7600 jeunes que l'on a pu à ce jour recruter sur les métiers DHR pour les JO. Une partie des chiffres ont été cités par M. Trouet. Effectivement, au-delà des 250 à 300 000 postes à pourvoir habituellement, rappelez que depuis la reprise d'activité après Covid, il demeure à près de 50 000 postes saisonniers non pourvus. Et donc, on estime à plus de 60 000, plutôt 61 800 d'après l'étude Q qui a été menée notamment pour le secteur, dont à peu près 35 000 estimations basses pour les HR, plutôt 50 000. Et la marche est très haute. On s'est permis, nous, de commencer, parce que c'est une partie qui expliquera peut-être les difficultés de recrutement, d'éplucher les premières annonces qui apparaissent déjà pour les CDD liés spécifiquement aux Jeux Olympiques sur des sites. Et alors, peut-être que cela évoluera avec le temps, mais force est de constater que les rémunérations proposées ne sont pas à hauteur. Nous sommes depuis plusieurs semaines déjà, dans différents de nos bureaux, interrogés par les salariés qui un peu font l'amalgame avec ce qu'ils ont pu entendre ici et là, dire mais est-ce qu'il est prévu des primes pour les salariés qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie, café, restaurant. On rappelle que c'est pas à l'ordre du jour et que conventionnellement c'est pas des travaux qu'on peut mener, mais c'est pour attirer un peu l'attention aussi sur la nécessité d'être attractif en termes de rémunération. Pour nous, il n'y aura pas de réussite économique sans une réussite sociale. Parce que oui, la France sera sous les feux de la rampe pour l'aspect économique, sportif, culturel, mais il le sera également aujourd'hui au niveau social. Se posent également les difficultés de l'hébergement. Alors, nous étions émus de tous ces étudiants que l'on a demandé de libérer leur logement pour y loger des bénévoles. Le problème étant que les étudiants que l'on a délogés étaient pour une bonne partie les salariés saisonniers des secteurs de l'hôtellerie, café, restaurant durant l'été. Or, ces étudiants ont été obligés de quitter l'Île-de-France. Et face aux coûts, aux difficultés de logement, et surtout désormais ce qui apparaît être quelque chose qui va être avéré, les difficultés de mobilité, on en a bien entendu Madame la Présidente de la région citer toutes les lignes et de métro et de RER qu'il valait mieux éviter. Bon, il n'en restait plus qu'une à la fin, 2 lignes de métro et une ligne de RER, donc autant dire que ça refroidit beaucoup de monde. L'extension des horaires aussi, des horaires du secteur, mais quand en face on a l'air de penser qu'a priori il n'y aura pas d'offres et de fréquence de transport améliorée. Donc la question se pose, et pour les clients et surtout pour les salariés, comment ils font pour rentrer chez eux. Donc c'est bien de se dire qu'on peut finir éventuellement à minuit ou 1h du matin, mais un salarié qui sera rendu à 3h du matin et auquel on dira mais tu comprends, on n'est pas tous, ils sont pas tous là ce matin, il faudra que tu reviennes à 9h. Donc il mettra peut-être autant de temps aussi à revenir sur son lieu de travail. Voilà. Et l'une de nos grandes inquiétudes, et parce que c'est un phénomène qu'on le voit déjà, donc face aux difficultés de recrutement, on sollicite les salariés présents pour faire le travail. Et solliciter n'est peut-être pas le bon mot, on les sursollicite souvent. De plus en plus, nous, de salariés qui nous décrivent leur quotidien, où ils font facilement, ou beaucoup plus d'heures qu'habituellement. Quand c'est rémunéré, c'est bien. Ou alors, ils font beaucoup de postes et on retrouve des salariés dans un état de fatigue très avancé. Je tiens à rappeler une chose que j'avais rappelée lors d'une audition à la mairie de Paris. Il y a fort à parier que les Jeux se feront sous une température de 35, 40, voire plus de degrés.
et que les métiers et les établissements de la restauration, notamment dans Paris, sont pour beaucoup assez anciens et n'ont pas de conditions de travail optimales. Bon, dans certains cas, ça n'est pas possible, mais en tout cas, c'est un fait. Donc à un moment donné, il se pose aussi la problématique de recruter suffisamment pour pouvoir permettre de tenir un effectif tout au long de l'été et de ne pas abuser, de ne pas aller durcir des conditions de travail qui seront parfois suffisamment difficiles en soi, ne serait-ce que pour absorber l'activité. Et quand on sait donc les difficultés de recrutement à ce jour, on a une grande inquiétude sur ce point également. Enfin, bon, il a été cité la grille des salaires. J'entends une grille qui a été proposée il y a déjà un peu plus de 2 ans à 16%. Bon, je me permettrai humblement de rappeler que la dernière grille en proposition commune des organisations patronales était de 0,82, qui a été rejetée par l'ensemble des organisations syndicales, qui pourtant appelaient à des progressions relativement modestes face à l'inflation. Mais quoi qu'il arrive, il y aura aussi un enjeu d'attractivité pour pouvoir essayer de pourvoir à ces postes qui, effectivement, seront la clé de la réussite et de l'accueil et de la partie économique. Et donc, il y a quand même beaucoup de sujets, et notamment, vous l'aviez dit vous-même, l'hébergement et la mobilité, qui à ce jour restent non résolus. Merci. Merci pour vos propos liminaires. Une question concernant les difficultés que vous rencontrez, qui sont pas nouvelles en fait, hein, mais qui viennent se renforcer par rapport à un contexte. Vous évoquiez à l'instant effectivement les étudiants qui sont obligés de quitter l'Île-de-France et qui sont une force d'appoint pour vos métiers. Enfin, ça fait quand même plusieurs années, c'est vrai aussi de la filière de la sécurité privée, hein, qui rencontre de nombreuses difficultés avec une hétérogénéité des entreprises, avec de très très nombreuses petites entreprises et puis quelques-unes de très très importantes, des problématiques de rémunération, d'attractivité des métiers, etc. Mais je veux dire par là que ces difficultés-là, elles sont connues. On sait qu'on va organiser les Jeux cette année. Est-ce que la filière derrière a pris soin d'anticiper les choses pour faire en sorte d'être au rendez-vous de cette année 2024 pour travailler justement sur les différents éléments d'attractivité, que ce soit les rémunérations, les qualifications, les formations. Je peux évoquer aussi, et ça c'est des progrès globaux que la société française, notre société doit faire vis-à-vis de certains publics, je pense notamment aux personnes handicapées et de leur accueil dans vos établissements, mais ce n'est pas propre à vos établissements, je dirais, c'est quand on voit quand on voit les difficultés d'accès dans certains transports ou dans certains établissements publics, y compris dans certains locaux de l'Assemblée nationale, on part de très loin. Donc, est-ce qu'il y a eu cet effort d'anticipation pour finalement pouvoir être au rendez-vous à ces jeux? Et ensuite, j'ai une question concernant notamment les tarifs. Alors, engagement a été pris par les organisations professionnelles de secteur à Madame Borne je crois, le 21 septembre 2021, il me semble, et qui a amené à la création de 4 groupes de travail. L'un concernant la qualité de vie au travail, qui nous semblait à tous essentiel, parce qu'une réponse aux attentes de la nouvelle génération aujourd'hui, qui s'impose de fait, un autre sur l'égalité femmes-hommes, un autre sur le handicap, et enfin un groupe de travail sur les saisonniers. Tous ces groupes ont beaucoup tardé à avancer sur leurs travaux respectifs. À notre grande dame, nous avons déploré cette situation, et notamment sur la QVT, où il est question, toutes les études le démontrent, de grandes études ont été menées, notamment par les OPCO,
locaux de branche, qui mettaient en avant que pour les salariés, la rémunération était importante, mais pas que. C'était d'y trouver une compensation à ce qu'ils estiment être un sacrifice à leur vie sociale de travailler, par exemple, en coupure. Donc c'était de réfléchir à des dispositifs, soit d'incitation, par exemple, au recours au service continu, soit à des compensations pour faire comprendre aux nouvelles générations que oui, on entendait leurs attentes et leurs demandes, ainsi que, par exemple, de pouvoir échanger sur la possibilité, quelle que soit l'activité de l'établissement, d'octroyer un certain nombre de week-ends par an. Malheureusement, aucun de ces travaux n'ont abouti. Face à la dernière proposition des organisations professionnelles sur leur grille des salaires, l'ensemble des organisations syndicales, dont la mienne, ont décidé de suspendre leur contribution aux travaux parce qu'on y notait, a priori, beaucoup de mauvaise foi. Et ça, c'était quand? La dernière CPPNI a lieu au mois de mars. D'accord. Et vous aviez démarré ces travaux quand? En 2022. Début 2022. D'accord, c'est relativement récent. Oui, mais on a quasiment... Alors, oui, sur l'échelle du temps, mais nous, on souhaitait notamment sur la qualité de vie au travail, on s'est mis qu'il y avait urgence, parce que c'est des suggestions que nous avions fait bien avant Covid, sur un certain nombre de points, comme le travail dominical ou le travail du week-end, ou le travail en coupure, qui est aujourd'hui un vrai handicap, hein, quand vous interrogez la plupart des jeunes qui pourraient arriver dans ce secteur. C'est simple en termes de rémunération face à ce qu'ils estiment, encore une fois, comme je dis, être un sacrifice et un handicap, ils n'y trouvent pas compréhension. Donc, pour nous, nous avons toujours alerté de l'urgence de devoir aboutir au moins sur, peut-être pas tous les sujets, mais sur un certain nombre de sujets, notamment en vue de l'attractivité, parce qu'on vient ressasser année après année, M. Trouet l'a dit à juste titre, et on fait le constat édifiant de cette hémorragie, de cette difficulté de recruter dans les métiers. Je ferai une parenthèse, notamment, c'est le seul secteur qui a connu une baisse de l'apprentissage, alors que tous les autres secteurs, alors que tous les autres secteurs ont noté une progression sur l'apprentissage grâce à la politique menée par le gouvernement. Nous avons d'ores et déjà un déficit d'attractivité déjà au niveau de l'apprentissage et des entrées en formation. Autre difficulté qui pourrait apparaître suite à la dernière loi immigration, c'est le niveau A2 requis en français, que l'on estime à environ 400 heures pour l'obtention donc de ce niveau et le passage à l'examen. Et aujourd'hui, aucune piste de financement n'est envisagée au vu de la masse de salariés dont a recours le secteur, issus de l'immigration. Donc ça va être là aussi à ajouter au frein à l'attractivité. Donc nous, on rappelle que, et d'ailleurs on l'a fait en CPPNI puisque je fais partie de la délégation de négociation pour la FGTA, on rappelle qu'il faut définitivement déterminer chaque année un calendrier social, poser tous les enjeux à plat, dont celui de l'attractivité, et réfléchir à faire évoluer les mentalités, à la fois en termes de management d'équipe et de positionnement de planning, et de trouver et des incitations et des compensations, et ne plus être derrière cette petite course à la grille de salaire parce qu'on est en retard par rapport au SMIC et qu'il faut rattraper le SMIC. Voilà, on appelle vraiment à sortir de ça et à réfléchir à une grande... On entend bien évidemment les difficultés du secteur face notamment à la hausse des matières premières et de l'énergie, mais là aussi, on ne peut pas se limiter à se lamenter de voir chaque année avoir 250 000 ou 300 000 postes non pourvus. Les sujets sur lesquels vous avez pu aboutir, finalement? Le seul accord, par première partie d'accord, est l'égalité femmes-hommes. C'est le seul accord qui a été, une première partie signée à ce jour. Oui, Monsieur le Président, juste pour ajouter sous ton contrôle que on ne peut pas passer sous silence les grilles de salaire qui ont été signées à la suite de la crise Covid et de l'hémorragie de salariés. Beaucoup sont partis pendant la crise en raison de la fermeture de nos établissements. Et compte tenu de leurs compétences, vous savez, nos salariés sont pour l'essentiel des personnes disciplinées, des personnes souriantes, des personnes polyglottes, des personnes donc qui sont intéressantes pour d'autres employeurs que ceux de notre secteur. Donc beaucoup sont partis travailler ailleurs et tous ne sont pas revenus. Donc pour inciter au retour, des négociations ont eu lieu et en 2022, la grille de salaire a organisé une augmentation des minima de 16% en moyenne.
L'année suivante, en 2023, 5%. Alors, cette année, les négociations ne sont pas terminées, mais on sait, avec mon collègue de Force ouvrière, on en parlait dans les couloirs tout à l'heure, quel pourrait être l'atterrissage. Et une grille sera signée. Donc, il y a effectivement des groupes de travail, et je vais y revenir aussi, mais la partie rémunération, qui n'est pas inintéressante, a fait l'objet de nombreux efforts de la part des professionnels pour travailler à cette attractivité. Après, sur la qualité de vie au travail, Thierry l'a clairement dit, le premier souci, ce sont les suggestions propres à nos professions. Comme on le dit très souvent dans le secteur, nos salariés travaillent pendant que les autres s'amusent, pendant qu'on prend du bon temps à l'hôtel ou au restaurant. Et ça nous amène à travailler le week-end, les jours fériés, la nuit. Et ce qu'il y a de pire, c'est de travailler en coupure, c'est-à-dire de devoir couper sa journée de travail en deux. Parce que si pendant de nombreuses années, ça a pu être accepté, aujourd'hui, les choses ont évolué. On sait tous que nos salariés sont de plus en plus éloignés dans leur lieu de vie de l'établissement dans lequel ils travaillent. Ils sont poussés de plus en plus loin dans les périphéries et donc ne peuvent absolument plus assurer 2 fois l'aller-retour pour venir travailler. Au-delà du problème même des transports en commun, se pose aussi le problème de la cherté du transport en automobile. Donc tous ces points sont effectivement sur la table et l'objectif des partenaires sociaux, il est d'aboutir à un équilibre parce que, faut le savoir aussi, le modèle économique de nos entreprises a beaucoup souffert depuis la crise Covid. Je n'ai pas besoin de vous rappeler dans le détail, je vais simplement citer les têtes de chapitre, l'augmentation du prix des matières premières, l'augmentation de la masse salariale, je l'ai dit, l'explosion du prix de l'énergie également, et les dettes qui, elles, ont augmenté, avec notamment les PGE que nous avons souscrits, non pas pour le plaisir, mais pour continuer de payer les charges fixes qui étaient les nôtres pendant la crise Covid et pour lesquelles nous n'étions pas indemnisés. Seul exemple à donner, les loyers. Il fallait bien continuer de les payer. Donc on a contracté des PGE. Aujourd'hui, il faut les rembourser. Vous voyez, il y a tout un équilibre à trouver, mais il est clair que aujourd'hui, tout le monde fait le constat. On ne peut pas traiter de la même façon le salarié qui va, pardon, je vais caricaturer, travailler en journée continue du lundi au vendredi, comme pourrait le faire un col blanc dans un bureau, et celui qui va travailler en coupure, terminer le soir, et devoir être présent le dimanche ou le week-end ou les jours fériés. Donc ça, on le sait, on y travaille. C'est le groupe de travail QVT. Et je pense que une fois la dernière négociation relative aux rémunérations aboutie, il ne devrait guère y avoir de difficulté à ce qu'un atterrissage soit trouvé, parce que l'objectif, c'est pas d'interdire à la coupure. Et d'ailleurs, il y a des salariés qui sont volontaires, hein, dès l'instant où ils y trouvent la contrepartie financière ou autre en face, parce que d'autres peuvent être intéressés, d'autres veulent trouver des solutions, veulent faire autrement. Donc on va y travailler pour avoir cet équilibre, mais ça ne résoudra pas, ça c'est clair, les 250 000 ou 300 000 emplois. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des salariés qui sont partis, il y en a d'autres, il y en a qui sont revenus, et pas tous. Et ce qui est intéressant aussi de noter, je l'ai déjà dit, mais je me dois de le répéter, c'est que certains sont revenus en imposant leurs conditions. La crise Covid a été l'occasion pour les Français de découvrir le télétravail. Dans le secteur, ce n'est pas possible. Que disent nos salariés? Je ne peux pas télétravailler, je veux choisir quand je viens travailler. Ah, c'est un peu compliqué. Parce que nous, on a des horaires. Mais il y a une solution qui a été trouvée. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est les auto-entrepreneurs.
C'est-à-dire que ces travailleurs, qu'on ne peut plus appeler salariés, choisissent sur des plateformes numériques de prendre telle ou telle mission pour assurer un service en salle ou en cuisine ou en étage pour tel ou tel établissement. Et ceci, aujourd'hui, n'est pas autorisé, quand bien même les parties se retrouvent sur cette volonté, hein, le travailleur, l'entreprise, la plateforme, c'est que l'URSSAF et l'inspection du travail disent « mais non, moi je ne laisse pas faire ça comme ça. Moi je considère que ça doit être obligatoirement un emploi salarié ». Donc, aujourd'hui, alors que ce phénomène est en plein développement, je vous parlais des enquêtes que l'on menait au sein de notre organisation. On a fait une enquête il y a 2 ans pour savoir si nos entreprises avaient recours aux auto-entrepreneurs. 10% ont dit oui. On a fait la même enquête, celle qui répondait aussi sur le sujet des JO, à la fin de l'année dernière. On est passé de 10 à 29%. Donc, il y a un besoin, il y a une offre, mais il y a une administration française qui, non, en dépit de la volonté des partis, moi je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un point qui mérite l'attention, y compris celle de nos représentants de la nation, Monsieur le Président. 2 petites précisions sur la qualité de nos emplois et l'intérêt à travailler dans nos professions. On parle souvent d'ascenseur social. Vous savez qu'on peut commencer comme commis ou chef de parti et finir chef de parti ou commencer comme runner et terminer directeur de salle. Ça, c'est une des rares professions où l'ascenseur social se fait très vite. Et puis, on a la possibilité d'avoir une part variable de nos salaires. On n'en parle pas souvent. Ce sont les pourboires, les tips qui sont aujourd'hui exonérés, et on l'espère le plus longtemps possible, parce que ça permet d'avoir une part variable sur le salaire de nos employés, qui n'est pas négligeable. Vous le savez, dans certains établissements, ça peut faire augmenter le salaire de 20 à 30% de nos personnels. Donc ça, c'est une partie à ne pas négliger. Et puis, je voulais aussi préciser que nos métiers se sont professionnalisés, voire même presque industrialisés. Des gros groupes financiers ont mis la main sur de nombreux établissements, si je prends Paris, ce qui impose des conditions de travail réglementées et beaucoup plus contrôlées, ce qui permet une évolution pour nos personnels plus rapide, peut-être, probablement, et puis des gestionnaires plus efficace peut-être que l'artisan en restaurateur. Et c'est vrai que cette professionnalisation qui nous pose problème à nous pour d'autres raisons permet des conditions de travail plus, on va dire, meilleures encore que celles que nous avions auparavant. Il y a tout ce qui vient d'être dit. Une petite précision quand même, on n'est pas à la restauration et l'hôtellerie le seul secteur en difficulté. Il y a bien évidemment la logistique, la sécurité, vous l'avez dit, le médical, qui ont même l'agriculture. J'ai reçu il n'y a pas longtemps le président de la FNSEA, et ils ont les mêmes difficultés de recrutement que notre secteur. Je pense que c'est une courbe démographique qui est comme ça, et un contexte économique. Nos métiers sont des métiers de passion. Ce sont des métiers où il faut avoir le goût des autres. Ce n'est pas des métiers qu'on exerce longtemps si on ne les aime pas. Et donc ça, c'est, comme il a été très bien rappelé, c'est des métiers comme la politique. C'est des métiers où il faut avoir le goût des autres, il faut être toujours de bonne humeur, il faut laisser ses problèmes au vestiaire, comme on dit. Donc c'est des métiers qui ont leurs exigences, comme toutes les professions. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, à Paris et en Île-de-France en général, les 2 motivations, quand un collaborateur me quitte, souvent, c'est lié à des raisons exogènes. C'est-à-dire que ce n'est pas lié au travail qu'il exerce, à la rémunération qu'il a ou à ses conditions de travail. C'est parce que quand il a fini son service, il est minuit ou il est 1h du matin, le vendredi et le samedi, et qu'il habite à 35 km de Paris, c'est impossible de rentrer. Il faut prendre un francilien, un octilien, que sais-je. C'est une vraie galère. Quand j'ai démarré dans le métier il y a 35 ans, bientôt 40 ans, les collaborateurs habitaient la proche périphérie de Paris. Ils habitaient à 3-4 km, la première couronne, comme on l'appelait à l'époque. Aujourd'hui, les collaborateurs que je recrute, ils habitent à 35-40 km de Paris. Et le réseau de transport ne se sont guère améliorés. J'ai des lignes, vous voyez, une ligne où mon voiturier rentre sur le nord de Paris, près d'Épinay, Enghien exactement. Il n'y a plus de train pour rentrer à Enghien le soir. Il est obligé de prendre son véhicule.
Les 20 premières années où il travaillait chez moi, il pouvait rentrer en train. Depuis 10 ans, il est obligé de prendre son véhicule. Il n'y a plus de train pour rentrer à Enghien le soir quand il est minuit. Et ensuite, il y a le coût du logement. Le coût du foncier à Paris a explosé. Et nos collaborateurs ne peuvent plus se loger à proximité, à moins de 30 minutes de leur lieu de travail. Et ça, c'est des contraintes qui sont exogènes à nos métiers, ne sont pas liées, mais qui ont des conséquences très importantes quand vous travaillez en horaire décalé. Or, nous, on emploie beaucoup de collaborateurs en restauration, je parle le soir. On fait beaucoup plus de chiffre d'affaires et d'activités entre 19h et minuit qu'entre 12h et 15h pour la restauration. Et ça, c'est un problème qui n'est pas suffisamment évoqué. Voilà, on parle souvent des critères d'attribution des logements sociaux. On plaide auprès de la ville de Paris depuis de nombreuses années pour qu'il y ait un pourcentage d'attribution des logements sociaux aux jeunes travailleurs qui travaillent en décalé, qu'ils soient infirmiers, pompiers, serveurs, cuisiniers. À partir du moment où on justifie qu'ils travaillent tard le soir, qu'ils soient prioritaires pour les logements sociaux. Parce que je pense que ça a une conséquence, ça a une conséquence très importante sur le turnover, ce qu'on appelle la rotation. Et on arrive à garder beaucoup plus longtemps les collaborateurs s'ils ont des logements à une distance raisonnable de leur lieu de travail. Ou dans la première couronne, par exemple. On a inauguré très récemment le village olympique avec la mise à disposition à l'issue des Jeux olympiques et paralympiques de près de 4000 logements, dans un certain nombre d'entre eux des logements sociaux. Est-ce qu'il y a un travail, par exemple, qui a été fait, non pas avec la ville de Paris, alors vous avez évoqué la maire de Paris, mais avec les autorités de manière générale pour envisager effectivement, dans le cadre de l'héritage, finalement, de Paris 2024, cette solution qui me paraît effectivement assez intéressante. On ne demande pas des logements sociaux ad vitam aeternam, mais faut mettre le pied dans le métier. Et il y a des initiatives. Notre syndicat, par exemple, propose des logements sociaux à ses collaborateurs, à ses adhérents, pour les salariés du secteur. Mais on a besoin, lorsqu'on démarre, on a des faibles rémunérations. On est aux alentours de 12, 13, 14 euros de l'heure. Quand on démarre, on sort de l'école. Et on a du mal à payer une caution pour un appartement, à se loger dans le privé. C'est extrêmement compliqué les premières années. On disait qu'un critère d'âge, 25 ans ou 30 ans, et un critère de conditions de travail, le fait de travailler en décalé, donc de ne pas pouvoir bénéficier des offres de transport en commun, seraient les 2 critères à prioriser pour que ces jeunes puissent mettre le pied à l'étrier dans le métier, puis libérer ce logement, arriver à un niveau de situation professionnelle leur permettant de se loger dans le privé. Merci. Je voudrais revenir sur la question des prix, de leur accessibilité, qui pose encore de nombreuses questions, parce qu'on voit bien que un certain nombre de personnes qui souhaiteraient assister aux événements, participent en tant que bénévoles ou ont de très grandes difficultés finalement à venir et à participer à cet événement-là. Bon, les prix... Vous le disiez tout à l'heure, bon, ça pèse, mais reste à un niveau. Je parle pour les réservations, je ne parle pas des prix de maintenant. Sont plutôt relativement stables, mais restent quand même à un niveau plutôt élevé. Vous avez également les locations Airbnb qui connaissent aussi une forte demande et une mise sur le marché d'un certain nombre de biens. Comment vous avez perçu la récente évolution législative par rapport à la proposition de loi sur Airbnb et comment les établissements gèrent-ils cette variation de prix? Et est-ce que vous pensez donc, que dans les semaines et dans les mois qui viennent, donc avant l'événement, que les prix vont plutôt être sur une tendance et un trend baissier qu'un prix relativement élevé, voire haussier? Je commence, ouais. On a eu le plaisir de rencontrer Anaïs Glemer à diverses reprises dans le cadre de la préparation de cette PPL transpartisane sur le logement et de faire part tous ensemble de nos propositions pour, rendre effectivement des logements aujourd'hui occupés au titre de meublés de tourisme à la location longue durée, et 2, tendre vers une équité entre ces acteurs que sont les meublés de tourisme et les hôteliers que nous représentons, mais aussi les autres formes d'hébergement, résidences de tourisme et autres. Alors,
pour le dire assez rapidement. Et vous dressez la liste à peu près de nos recommandations. La première des choses que nous recommandons, c'est de rendre obligatoire l'enregistrement de tous les meublés de tourisme, quels qu'ils soient. Pourquoi ? Pour connaître enfin définitivement combien il y a d'acteurs sur le marché de l'hébergement touristique marchand. La deuxième chose, et nous pensons que nous devrions saisir l'opportunité des Jeux Olympiques pour accélérer en ce sens, c'est d'exiger aussi un minimum de réglementation. Il nous semble quand même assez délicat, pour ne pas dire dangereux, qu'aucune règle de sécurité ne soit imposée lorsque l'on accueille des touristes, et notamment des touristes étrangers, dans son logement. Il n'y a pas d'extincteur, pas de consigne de sécurité, il n'y a pas de détecteur de fumée obligatoire. Ça nous semble préoccupant parce que, pardon d'être très pragmatique, hein, s'il y a une prochaine catastrophe, on sera tous concernés parce qu'on porte tous le même maillot de l'équipe de France de l'hébergement touristique marchand. Ensuite, il nous semble qu'une équité fiscale, et votre collègue Anaïs Glemer y travaille beaucoup, doit arriver en urgence. On a regardé avec beaucoup d'intérêt les révisions intervenues avec la loi de finances, le fait qu'une instruction soit publiée au BOFIP, d'ailleurs, pour dire la loi de finances, elle est publiée, mais on va dire que les revenus des meublés de tourisme 2023, on va continuer comme en 2023 et on ne va pas supprimer l'abattement. On a rencontré la semaine dernière le cabinet de Bruno Le Maire à ce sujet. On lui a quand même fait part de notre étonnement, pardon pour la digression, mais quand on nous annonce 5,5 de déficit et que l'on nous dit partout il faut faire des économies, dire aux loueurs de meublés vous continuez à bénéficier en 2024 des abattements 2023, quand bien même une loi de finances a été adoptée par 49.3, c'est-à-dire que ceux qui ont commis l'erreur disent on va la corriger nous-mêmes aussi tout seuls, ça nous semble scandaleux. Il y a 300 millions d'euros. Donc il nous semble que cette loi doit être aussi l'occasion d'avoir une véritable politique en la matière. Vous le savez comme moi que la fiscalité, c'est le bras armé de l'État. C'est avec la fiscalité que l'on modifie les comportements. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de dire, donnons des avantages fiscaux à ceux qui vont offrir des logements longue durée, plutôt qu'à ceux qui font des jackpots coup sur coup avec les touristes, parce qu'on ne s'en sort pas en termes de logement. Si l'hôtel a été créé un jour, c'est bien pour une raison, hein, c'est pour dire les touristes, on les identifie bien, on sait combien il y en aura parce qu'on sait combien il y a de chambres, et on a une politique gérée en conséquence. Aujourd'hui, tout a explosé. Cette disruption dont on nous parlait avec Airbnb, on la voit dans la gestion des communes au jour le jour. Donc, pour nous, les Jeux Olympiques, ça doit être l'occasion d'un accélérateur, et c'est un accélérateur sur l'encadrement automatique et généralisé, c'est un accélérateur sur la sécurité et la réglementation, c'est un accélérateur sur la fiscalité, et puis ça doit être aussi de la modernité en imposant à ces acteurs la transmission des informations aux communes et à l'État. Et si on peut, me semble-t-il, légitimement demander à Airbnb ou lui-même lui imposer ceci, c'est qu'il est partenaire des Jeux Olympiques et qu'il veut lui-même entrer dans la modernité. Je relisais les annonces d'Airbnb en 2019, à l'époque où Airbnb est devenu l'un des premiers partenaires des Jeux Olympiques. Quand on les lit, c'est merveilleux. Mais malheureusement, d'ailleurs, ils ne s'expriment que dans les journaux. Parce que nous, on leur avait écrit, tous ensemble, en recommandé, à Genève. On avait demandé au CIO de nous expliquer le partenariat avec Airbnb, parce qu'on considère que l'esprit olympique, c'est la compétition, mais c'est la compétition à armes égales. Il n'y en a pas un qui court le marathon avec un sac de 20 kilos, pendant que l'autre, il a juste ses baskets. Pourtant, avec Airbnb, c'est cela. Pour les hôteliers, nous, on a le sac de 20 kilos, eux, ils courent tranquilles. On n'a jamais eu de réponse
à notre courrier rédigé en langage diplomatique, hein, Monsieur le Président, pas tel que je viens de l'exprimer, mais on était intéressé de connaître l'esprit de ce partenariat. Nous n'avons jamais eu de réponse. Et aujourd'hui, l'explosion, c'est pas dans l'offre de l'hébergement classique des hôtels. Je viens de recevoir à l'instant même l'évolution des prix. On voit bien que ça fait 3 semaines que tout est stable. Je vous les transmettrai, hein, ce sera encore plus simple. Parce que, en fait, nous avons auditionné Airbnb et ils nous avaient promis d'avoir des chiffres et nous n'avons eu aucun chiffre. Donc, nous ne manquerons pas de toute façon de les réinviter et de les réauditionner à la lumière de cette audition et de bien d'autres auditions. Moi, j'en ai quelques-uns, hein, parce que donc on connaît quelques gens qui s'y connaissent un petit peu en informatique et qui peuvent trouver quelques informations. Je ne pense pas que ce soit illégal d'ailleurs, tel que c'est fait. Et si vous voulez, je vous les transmettrai. On voit les prix moyens qui restent très au-dessus de ce qui se fait habituellement. Et ce que je note surtout, moi, c'est que quand je regarde les taux d'occupation, on est à moins de 40% de taux d'occupation aujourd'hui pendant la période des Jeux Olympiques pour l'hôtellerie, conformément à ce qui a été dit. On est à près de 55% de taux d'occupation pour Airbnb, en revanche. Près de 55%. Pour compléter, un article de l'AFP en date du 7 mars précise un exemple d'un logement près de République à 540 € pour un Airbnb, pour un petit T2. Donc on est sur des tarifs en banlieue à 300 € contre 179 € en moyenne. Je vous mettrai l'article, je vous enverrai l'article si vous le... Lorsque la nuitée moyenne actuelle d'un hôtel, c'est de 461 € pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on est quand même sur des chiffres nettement moins importants, sans l'accessibilité, puisqu'on n'en a pas parlé, mais les chambres d'hôtel sont quand même beaucoup plus accessibles que le Airbnb. Vous parlez accessibilité, vous parlez de quoi exactement? On dispose dans nos parcs hôteliers d'un certain nombre de chambres d'hôtel accessibles aux handicapés, aux malvoyants. Voilà. Ce que ne propose pas systématiquement, et on le sait, le Airbnb. Puis on parlait de sécurité au sein des logements Airbnb. Pour l'instant, on n'a aucune notion de sécurité, sans parler de l'accueil. Aujourd'hui, chercher une clé dans une boîte aux lettres avec un code, c'est pas la même chose que d'être accueilli par une personne à la réception d'un hôtel qui vous donne les conditions d'hébergement, les lieux où vous pouvez sortir, enfin tout un tas d'informations nécessaires lorsque l'on visite une ville. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment privilégier l'hôtellerie au logement d'hébergement. Je voudrais revenir sur le défaut de communication qui a été un point critique, un point de vigilance de notre côté, mais qui pour vous est aussi un élément central pour anticiper d'éventuelles difficultés que vous connaissiez déjà auparavant depuis plusieurs années sur le recrutement, sur les compétences, etc. Est-ce que cette communication, et puis de manière plus large, le travail qui est opéré avec le comité d'organisation, avec le préfet de police, les forces de sécurité intérieure de manière générale, est-ce que vous sentez une bien meilleure amélioration sur ces sujets-là pour anticiper les réponses que vous devez apporter, ou est-ce que c'est un peu le stand-by et puis ça reste une vraie difficulté pour vous? Non, ce qu'il est vrai, c'est qu'il y a quelques mois, on était dans une forme... Est-ce que, pardon, vous êtes véritablement associé Oui. À ce travail? Que ce soit sur la sécurité, les transports, la logistique, les points qui nous importent beaucoup dans nos professions, nous sommes associés à toutes ces réunions. C'est la multiplication des réunions qui nous pose problème des différents acteurs, que ce soit la préfecture, la mairie, les organisations patronales comme le MEDEF, la métropole du Grand Paris, les comités interministériels. Toutes ces réunions, nous ne pouvons pas tous y assister tout le temps. On essaye de se partager
toutes ces réunions qui sont organisées. Puis le plus important, je vous dis, c'est la transmission de l'information entre ces différentes réunions. Donc on fait même souvent, nous, le lien, puisqu'on fait le lien auprès de nos adhérents, mais on donne de l'information lorsqu'on participe à ces réunions, puisque on donne des exemples. Si je prends la logistique, on va y revenir tout à l'heure si vous le voulez bien, mais sur la logistique, on est capable aujourd'hui d'expliquer à des institutions ce qui va se dérouler. Et ils ne sont pas au courant, parce que nous participons à des groupes de travail, nous sommes forts de propositions lors de ces réunions, et nous sommes souvent la courroie de transmission d'informations. Mais c'est vrai que ça s'est amélioré. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On est à 3 mois. Encore heureux. Beaucoup de travail a été fait par la préfecture et la mairie lors de réunions publiques, lors de réunions avec les organisations professionnelles. Beaucoup de travail a été fait pour informer. Si on va aujourd'hui sur le site de la mairie de Paris, on a techniquement toutes les informations qui concernent les professionnels et les questions que nous nous posons au quotidien pour l'organisation du travail pendant la période. Donc on a quand même beaucoup plus de réponses qu'il y a 6-8 mois, ce qui paraît à peu près normal. Vous êtes un peu plus optimiste aujourd'hui? Sur notre organisation? Oui. Oui. On a toujours été optimiste. C'était la communication de certains politiques qui n'était pas bien fléchée. Aujourd'hui, on a un site Anticiper les Jeux qui est très bien. Je rebondis sur ce que dit David, qui est une cartographie qui est formidable, qui évolue au jour le jour, 26 juillet, 27 juillet, les zones rouges, les zones bleues, les zones grises. On a une foire aux questions auquel on peut quand même on peut aller sourcer l'information. Nous, on est en ordre de marche et on a beaucoup d'informations. On attend maintenant l'ouverture de la plateforme mi-avril, la plateforme qui pourra permettre de générer les fameux QR codes qu'il faudra apposer tantôt pour les livreurs, tantôt pour les collaborateurs, pour pouvoir accéder aux zones ultra sécurisées rouges et bleues. Mais cette plateforme va sans doute, une fois qu'elle va être mise en route, susciter des questions, peut-être, j'espère pas de bugs, mais on a aujourd'hui toutes les informations pour que l'événement se passe bien. Et on est sur une quinzaine quand même, on est sur un événement relativement limité dans le temps, ce qui nous rassure complètement. Merci beaucoup pour vos éclairages et vos lumières sur ces différentes interrogations. Il est important pour moi comme pour d'autres, puisqu'en fait nous sommes retransmis, d'avoir tous ces éléments de précision. On ne manquera pas de vous faire réintervenir peut-être un peu plus tard, peut-être juste un petit peu avant les Jeux, mais bon, vous serez peut-être probablement déjà très très occupé. Voilà. Merci. Oui, peut-être un dernier mot. Juste une dernière précision sur la praticité des nouvelles plateformes qui vont être mises en place. J'ai beaucoup participé à des réunions avec Interlude, le comité interministériel, et l'UJOP, la logistique urbaine des Jeux Olympiques et Paralympiques. Une application va être mise en ligne, comme la conférence de presse aura lieu fin avril, je crois. Cette application va s'appeler J'optimise. Elle a eu l'intérêt de travailler avec les professionnels et les besoins des professionnels dans la logistique au quotidien pendant les Jeux Olympiques, qui sera une sorte d'application type Waze qui permettra en temps réel et en fonction des épreuves olympiques et du parcours que le livreur devra effectuer, de savoir où et comment et combien de temps il mettra pour livrer dans Paris. Ce qui, je pense, va permettre, c'est un travail qui a été fait considérable de la part de l'UJOP, ce qui va vraiment donner en temps réel des outils pratiques, et puis aussi pour générer son QR code et indiquer avec le cabis le nom du chauffeur. Enfin bref, tout ça va vraiment permettre pour la logistique, et puis derrière, puisque les Jeux Olympiques vont être un véritable tremplin pour la qualité de vie à Paris et en France, donc derrière, ça va être un outil qui va être très pratique aussi pour la logistique au quotidien. Et ça, ce sera à mettre au compte de l'héritage également. Et la crise du Covid nous a beaucoup aidé aussi à nous adapter et à trouver des réponses rapides. Voilà. Oui, vous voulez ajouter un mot? Volontiers, en parlant d'héritage, Monsieur le Président. On aura l'occasion de se revoir sur les questions d'héritage. Mais justement, on en reparlera. Et d'ores et déjà, puisque on parle de modernité, d'application, il y a un autre site qui est en train d'être lancé et qui va concerner l'emploi à proprement parler pour les JO. D'ores et déjà, il faut que l'on réfléchisse à l'usage qui sera fait de ce site post-Jeux Olympiques. Les professionnels et nos organisations sont d'ores et déjà très intéressés, et France Travail y réfléchit avec nous, de conserver cette plateforme pour en faire une plateforme qui pourrait être à destination des emplois saisonniers,
dans le secteur du tourisme. Donc l'héritage, effectivement, c'est maintenant, avant même les JO, que l'on doit y penser et se dire que toutes les bonnes idées devront être évaluées et, le cas échéant, si les moyens le permettent, conservées. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, je partage totalement. Merci à vous pour vos propos. Bon succès, bonne préparation à vous, parce qu'on aura besoin effectivement de l'ensemble de vos entreprises pour faire en sorte que ces Jeux soient une vraie réussite et qu'on montre à voir au monde entier ce qu'on sait faire. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.